Bonjour tout le monde. Eh bien, aujourd'hui, le sujet du jour, de ce webinaire, c'est le perfectionnisme et les problèmes qu'il peut poser lorsque on cherche à modifier son comportement alimentaire et avoir une action sur son poids. Alors, a priori, le perfectionnisme, ça pourrait être considéré comme une qualité. Finalement, on a un haut niveau d'exigence. Alors, je vois qu'il y a des gens qui me disent bonjour. C'est gentil, mais c'est mieux de poser des questions. Donc, j'en étais à haut niveau d'exigence des gens qui sont perfectionnistes, donc ils veulent faire les choses de façon impeccable. Donc ça, c'est une qualité. Mais il y a quelques petits problèmes avec le perfectionnisme à partir du moment où on veut que tout soit absolument parfait. Ça empêche tout d'abord de distinguer ce qui est le plus important, l'essentiel, et l'accessoire, puisque finalement, tout est essentiel pour un perfectionniste. Et finalement, les perfectionnistes sont des gens qui ne sont jamais contents de ce qu'ils font. C'est jamais assez bien. Quand ils réussissent quelque chose, eh bien, ils commencent à se critiquer. Ils ont réussi quelque chose, mais ça n'était pas quelque chose de si important que ça. Et il faudrait faire mieux. Voilà, donc le perfectionnisme, je ne vais pas en dire tellement plus long sur le perfectionnisme, on sera amené sûrement à en reparler en fonction de vos questions. Donc là, tout le monde me dit bonjour, et sauf Valérie qui me pose une question. Pourquoi est-ce qu'on est perfectionniste? Ah, ça c'est une très très bonne question, et je vous remercie de me l'avoir posée. Pour le perfectionnisme, il y a toutes sortes d'explications. Mais pour ce qui nous occupe ici, c'est-à-dire les problèmes alimentaires et les problèmes corporels de poids, je pense qu'il y a une explication qui est particulièrement importante et riche dont on pourrait parler, c'est le rôle de la honte corporelle. Beaucoup de gens qui sont perfectionnistes sont honteux de leur corps. Et on peut comprendre ça très facilement parce qu'on est dans une société qui fait honte aux gens qui n'ont pas un corps qui soit calibré, qui soit dans le profil de ce que l'on demande. Et donc, tout le monde considère que être gros, être obèse, eh bien, c'est de sa faute. C'est parce que on ne mange pas correctement, c'est parce qu'on ne respecte pas la diététique, etc. Et donc, il y a cette honte corporelle qui saisit toutes les personnes qui sont en surpoids ou obèses. Et cette honte, eh bien, face à la honte, qui est un sentiment extrêmement douloureux, eh bien, quand on est honteux, eh bien, à ce moment-là, la réaction la plus courante, la plus habituelle, la première réaction, c'est une réaction de sidération. On n'ose plus rien faire, on n'arrive plus à faire quoi que ce soit, on est inhibé et très vite, cette sorte de paralysie qui nous prend conduit à la dépression. Alors, c'est extrêmement douloureux comme situation et on cherche, dans bien des cas, à se sortir de là et, par exemple, à surcompenser. Et il y a deux façons de surcompenser. Il y a d'une part le perfectionnisme, qui consiste donc à essayer d'être parfait, irréprochable. Je n'arrive pas à contrôler mon poids, mais j'arrive à contrôler tout le reste. Je suis parfait dans tous les domaines, sauf peut-être le problème du poids. Et puis la deuxième façon, mais ça on n'en parlera pas aujourd'hui, c'est une autre façon de surcompenser, c'est le déni, c'est de dire mais non, pas du tout, je ne suis pas honteux, je suis fier de moi-même, je suis une personne épatante et merveilleuse, et ça donne ce qu'on peut appeler l'hyper-narcissisme, avec des gens qui
se présentent comme tout à fait des personnes parfaites et qui donc deviennent extrêmement démonstratifs la plupart du temps. Voilà. Revenons au perfectionnisme, donc, qui est donc une surcompensation à la honte dans beaucoup des cas, à la honte corporelle. Mais on en sera amené à en reparler en fonction des questions. Alors, Grégory, le perfectionnisme porte-t-il toujours un regard négatif sur son alimentation et sur son corps? Alors, le corps gros, oui, aujourd'hui, il est très difficile de porter un regard positif sur son corps gros, tellement finalement le discours social sur le corps gros est négatif. Donc, comme je le disais, là, il y a deux façons d'y répondre. Dire pas du tout je suis une personne merveilleuse et ce corps gros, eh bien, j'en suis fier, et donc il n'est pas question que je maigrisse, je suis une personne obèse et je vais vous montrer à quel point c'est formidable. Donc ça, c'est l'hypernarcissisme. Et puis, le deuxième moyen de faire face à cette honte corporelle, c'est donc le perfectionnisme. Je vais essayer de montrer ma valeur dans tous les domaines où j'en suis capable. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question, Grégory, mais voilà, c'est ma réponse. Ramzi, à quel moment le perfectionnisme peut devenir un handicap? Alors, il peut devenir... Le problème, c'est que c'est toujours... Tous ces termes en isme, si vous voulez, sont toujours des situations, des problèmes, en fait, sont toujours problématiques. Donc, la recherche d'un haut niveau d'exigence et, par exemple, dans le travail, de fournir un travail de la meilleure qualité possible, donc de chercher à faire tout bien, eh bien, tout ça, ce sont des qualités. Et le perfectionnisme, c'est cette déviation qui voudrait qu'on fasse tout tellement bien qu'il n'y aurait jamais aucune erreur, jamais. Il faudrait qu'on, dès le départ, chaque fois que l'on fait quelque chose, il faudrait le faire d'une façon parfaite. On ne pourrait pas faire des choses à peu près. Quand on apprend quelque chose, par exemple, eh bien, en règle générale, au départ, quand on apprend, si vous apprenez le dessin, par exemple, eh bien, vos premiers dessins ne sont pas parfaits, ne sont même pas merveilleux, ils sont maladroits. Donc ça, ce sont des choses tout à fait normales. Et vous apprenez de cette façon-là. Donc, la façon normale de se comporter dans l'apprentissage, c'est d'accepter de faire les choses de mieux en mieux. Le perfectionnisme, lui, veut faire les choses de façon parfaite, directement, dès la première fois. Et par exemple, pour ce qui nous occupe avec le programme Line Coaching, le perfectionniste veut faire le programme Line Coaching de façon absolument parfaite dès la première fois. Et même, d'ailleurs, il se demande pourquoi c'est vraiment nécessaire qu'il fasse les exercices, puisque dès qu'on lui dit ce qu'il faut faire, il n'a qu'à le faire. Hein. Et donc, comme généralement, c'est pas si facile que ça, eh bien, il échoue et se déprime à ce moment-là, commence à s'autocritiquer et à ne plus pouvoir avancer. Comme il est dans un système de tout ou rien, généralement, il laisse tomber, hein, il ne veut plus faire quelque chose d'imparfait et préfère ne pas faire des exercices plutôt que de les faire de façon approximative. Or, je rappelle, et je n'arrête pas de répéter ça à tous les gens qui me posent la question dans Line Coaching, eh bien, on commence de façon approximative, par exemple, à repérer ses sensations de faim ou ses sensations de rassasiement, ou finalement à diminuer les quantités que l'on mange, à être satisfait avec moins de nourriture, eh bien, on le fait de façon progressive. Au départ, on y arrive un petit peu, et puis encore un peu mieux, et ainsi de suite. Ça, c'est une démarche que le perfectionniste ne peut pas faire. Alors, Marilène me demande quelle est la différence entre le perfectionniste et le maniaque. Alors, le maniaque, c'est un mot qui n'a pas le même sens pour les psys et dans le langage courant.
je comprends ce que vous voulez dire. Pour vous, le maniaque, c'est quelqu'un qui, c'est ce qu'on appelle les troubles maniaco-dépressifs, si vous voulez. Hein. Donc, c'est non, c'est plutôt les troubles obsessionnels, je pense. Hein. Vous pensez aux troubles obsessionnels. Nous, ce qu'on appelle effectivement le maniaque, pour nous, c'est les troubles maniaco-dépressifs, c'est-à-dire des états d'excitation et qui alternent avec des périodes de dépression. Et dans le langage courant, le maniaque, c'est plutôt la personne obsessionnelle, par exemple, qui veut, qui ne supporte pas la saleté, par exemple, et qui va briquer hein, d'une façon maladive, en quelque sorte, qui va vouloir faire du nettoyage intensif en permanence pour que ça soit absolument propre d'une façon parfaite. Hein. Par exemple, la personne perfectionniste ou bien la personne obsessionnelle, lorsque elle nettoie sa maison, eh bien, elle va les nettoyer du sol au plafond et il faut que ça soit parfait. Il ne faut pas qu'il reste une petite miette de quoi que ce soit, une petite trace de poussière. Ça va lui prendre le temps que ça lui prendra. Et si elle n'a pas le temps de faire les choses parfaitement, eh bien, elle ne les fera pas du tout. Et c'est souvent ce qui se passe. Les perfectionnistes ne sont pas forcément des gens qui ni sont adeptes finalement de la propreté, ils baissent souvent les bras, ni non plus réussissant dans le travail, parce que là aussi, ils baissent souvent les bras. Mieux vaut ne rien faire que de faire les choses de façon imparfaite. Donc voilà, maniaque, si vous voulez, j'ai répondu à ce sens que vous donnez au mot maniaque, et finalement, il n'y a pas une grosse différence entre perfectionnisme et troubles obsessifs compulsifs. Hein. Disons que les troubles obsessifs compulsifs sont une vraie maladie mentale, le perfectionnisme est plutôt un trait de caractère, c'est moins grave quand même, hein, mais très ennuyeux quand même. Alors, Cam, savons-nous nous-mêmes que nous sommes perfectionnistes ou est-ce un diagnostic, un point de vue que seuls les autres peuvent avoir sur nous? Non, je crois qu'on peut très bien se rendre compte que finalement, on est un perfectionniste. Et donc, je vous donne un petit peu les éléments pour vous en rendre compte. Donc, je vous en ai donné déjà quelques-uns. Hein. C'est, on ne peut pas supporter les échecs, même les petits échecs. Il faut tout faire de façon parfaite dès le départ. Finalement, on ne supporte pas tellement mieux d'avoir réussi quelque chose parce que c'est jamais suffisamment bien réussi, ou bien si on a réussi quelque chose, c'est quelque chose probablement qui n'a pas une grande valeur. La preuve que ça n'a pas une grande valeur, c'est qu'on l'a réussi. Et donc, on ne s'auto-félicite jamais de ses réussites. Au contraire, on va chercher quelque chose de plus difficile à réussir. Et donc, souvent, les personnes perfectionnistes aussi ont du mal à évaluer ce qu'elles sont capables de faire, c'est-à-dire sous-évaluent les difficultés d'une tâche. Elles pensent que telle ou telle tâche peut se faire en un certain temps, alors que objectivement, ça n'est pas possible. Et donc, elles vont se culpabiliser de ne pas être parvenues à le faire dans le temps qu'elles s'étaient imposées. Et voilà, donc c'est un petit peu tout ça, le perfectionnisme, et il y a quelques questionnaires qu'on peut trouver en ligne qui permettent de faire un autodiagnostic du perfectionnisme, et d'ailleurs c'est un petit peu ce que nous faisons sur la coaching, puisque nous posons quelques questions dans les tests que nous faisons au début de programme pour voir si vous avez des traits de caractère perfectionniste, et si vous en avez, on vous propose un module particulier pour travailler sur votre perfectionnisme. Alors, après, Lubna, j'ai fait une première compulsion depuis le début du programme le 23 décembre. Ma grande fatigue, en plus d'une grande émotion, m'ont joué des tours. Est-ce qu'on peut faire une compulsion alors que je croyais que j'en étais guéri, guéri. J'ai très peur de redevenir comme celle que j'étais avant. Eh bien voilà, Lubna, ce que vous dites, si vous voulez, c'est qu'on a quand même le sentiment, vous n'en parlez pas du perfectionnisme, mais on a le sentiment que vous êtes un peu dans cette démarche
perfectionniste finalement, hein, avec cette idée qu'il faut réussir les choses d'emblée, que si vous faites une compulsion, eh bien, c'est la preuve de votre échec total, et donc que vous redevenez celle que vous étiez avant, hein, que vous avez fait juste un aller-retour, alors que vous pensiez être sorti d'affaires. Hein, vous êtes dans un système tout ou rien, donc déjà vous avez un pied dans le perfectionnisme en quelque sorte. Je ne sais pas si vous avez le deuxième pied aussi, mais je peux déjà dire que vous avez au moins un petit pied, ou en tout cas déjà l'avant-pied. Hein. Donc voilà, Lubna, si vous voulez progresser, il ne faut pas partir sur cette idée que vous n'allez plus faire de compulsions, il faut plutôt partir sur l'idée que vous allez faire de moins en moins de compulsions, qu'elles vont s'espacer, et que ces compulsions vont devenir plus petites, elles vont être composées de moins de nourriture, donc vous arrêterez plus vite le moment compulsif. Voilà, c'est ça les progrès. Les progrès, par définition, sont progressifs. Et donc, Lubna, il va falloir accepter ce système d'apprentissage progressif. Apprentissage progressif, c'est pratiquement un pléonasme. Tout apprentissage est progressif. Et donc, il va falloir accepter de cheminer lentement, en avançant pas à pas, en arrivant à faire des choses, et puis peut-être un petit coup en arrière, et on recommence, et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça que vous avez appris à faire du vélo, c'est comme ça que vous avez appris à écrire, c'est comme ça que vous avez appris à calculer, c'est comme ça que tout dans votre vie, c'est comme ça que vous avez tout appris. Et pour avancer sur le plan du comportement alimentaire, eh ben c'est pareil, c'est un apprentissage. Vanessa. Effectivement, sur de petites tâches quotidiennes, j'ai fini avec maintes difficultés à lâcher un peu prise. Ah ben c'est très bien ça. Lâcher un peu prise sur les petites tâches quotidiennes, par exemple, ça veut dire, je dirais, supposons qu'on parle du ménage, ou bien de la cuisine, eh bien, ça veut dire que vous acceptez qu'au lieu que tout soit parfaitement rangé dans votre appartement, que chaque objet soit bien à sa place, et pas vraiment même à quelques centimètres près, qu'il n'y ait aucune trace de poussière, zéro, vous acceptez que ça soit à peu près propre. Hein. Parce que si vous voulez le faire d'une façon parfaite, eh bien ça va vous prendre énormément de temps, et ce temps que vous mettez à faire le ménage, vous ne l'avez pas pour autre chose. Et vous ne l'avez pas pour les choses importantes, justement. Hein. Pareil pour la cuisine. Si vous voulez faire une cuisine parfaite, il y a beaucoup de gens qui veulent faire une cuisine parfaite. Par exemple, il faut tout cuisiner, il ne faut rien acheter de préparé. Il faut acheter les produits de base. Par exemple, vous voulez faire un gratin dauphinois, eh bien, vous achetez des patates, vous les épluchez, vous les cuisinez, etc., etc. Et tout ça va vous prendre beaucoup de temps. Et ce temps que vous mettez à cuisiner, eh bien, vous ne l'avez pas pour autre chose. Donc, cuisiner, il faut accepter des fois de faire de la cuisine rapide, ou bien d'acheter des plats préparés. Tout ça parce qu'on n'a pas forcément le temps de tout faire. Alors, les choses importantes, c'est quoi les choses importantes pour vous? Le travail, image, passion. Je n'arrive pas, je suis toujours dans le tout ou rien. Eh bien oui, voilà. Hein. Donc, pour le travail, j'en parlais, c'est pareil. On peut pas. Alors, il y a dans le travail, il y a ce qu'on a appelé une loi de Loreto, il faut que je vous parle, hein, de Pareto, pardon, et qu'on a appelé aussi la loi des 80-20, qui dit qu'en fait, alors c'est une loi qui est un peu dérivée d'observations dans le monde du travail, où on considère que quand on travaille, 80% du travail important, par exemple des bénéfices que l'on fait, 80% de ces bénéfices est fait avec 20% du travail. Et puis, les 80% qui restent de
de ce que l'on fait encore pour le travail, sont une amélioration du travail de base qu'on a déjà fait, et qui vont permettre de passer d'un résultat de 80% à un résultat de, pas 100%, parce que ça on n'y arrive jamais, mais peut-être, disons, 90%. Donc, c'est une grande loi qui est que, par exemple, si on prend le monde du travail, eh bien, au fur et à mesure du travail, quand on augmente la qualité du résultat final d'un facteur 2, eh bien, on augmente la quantité du travail d'un facteur 10. Donc, pendant que la qualité du travail augmente d'une façon linéaire, eh bien, la quantité de travail augmente d'une façon exponentielle. Pour arriver à faire 80% du boulot, il ne me faut que 20% du temps, mais si je veux passer à 90% de qualité de travail, eh bien, il va me falloir 50-60%. Et si je veux passer à 95% de qualité de travail, il va me falloir là le maximum de quantité de travail. Donc, une fois qu'on a compris ça, eh bien, on part du principe qu'il faut fournir le travail nécessaire pour obtenir le résultat demandé, même si dans ce travail-là, eh bien, on aurait pu l'améliorer, on aurait pu faire mieux que ça, mais en tout cas, on a fait quelque chose qui est suffisant. Et donc, on va libérer du temps pour d'autres tâches à ce moment-là qui vont nous permettre d'avancer. Le perfectionniste, lui, au contraire, il veut tout faire parfaitement, parfaitement bien, et donc il va se bloquer sur une tâche, la faire très bien, hein, pas à 100% bien sûr, mais déjà très très bien, et pendant ce temps-là, il n'aura pas fait avancer les autres tâches. Donc il va avoir des problèmes dans son travail. On va lui dire qu'il travaille trop lentement, que oui, d'accord, le travail qu'il a rendu, ben, c'était très bien, mais il y a plein de travail en retard. Voilà. Donc, voilà Vanessa. Et vous êtes prise là-dedans. Hein. Donc, il va falloir que vous arriviez à déterminer dans votre travail, par exemple, ce qui est accessoire et ce qui est essentiel. Il faut se concentrer sur l'essentiel, finalement se demander qu'est-ce qui est finalement suffisant. Hein. Par exemple, si vous devez faire une présentation, hein, bien, vous devez faire une présentation. Qu'est-ce qui est important dans une présentation? C'est que vous présentiez les données principales qu'on vous a demandées, que vous développiez un certain nombre d'arguments et que vous arriviez aux conclusions de ce qu'il faut faire. Et par contre, si votre présentation n'est pas parfaite, c'est-à-dire que vous faites une présentation PowerPoint et puis voilà, c'est pas très joli, hein. Ça pourrait être plus joli si vous aviez mis des couleurs, si vous aviez mis des images, etc. Mais vous n'avez pas eu le temps de le faire. Vous n'avez pas développé certains points qui vous ont paru secondaires, vous les avez laissés tomber. Vous auriez pu les développer, mais ça vous aurait pris beaucoup de temps. Voilà. Ça aurait été intéressant, mais pas si important que ça. Voilà. Il faut arriver à sélectionner ce qui est absolument essentiel et ce qui est accessoire par rapport à un but déterminé. Donc là, j'ai parlé essentiellement du travail, mais je ne comprends pas très bien ce que vous entendez par image et passion. Alors, Patricia, je fais tout bien au début, comme il faut, comme je ne tiens pas là dans la durée, donc la réussite n'est plus à la hauteur de mes attentes, j'arrête tout en pensant que je ne réussirai pas, comment faire? Et ben voilà, comment se contenter d'une toute petite réussite? Comment ne pas arrêter les efforts? Eh bien, voilà, Patricia, c'est très bien, ce que vous nous dites là, c'est vraiment un discours de perfectionniste. Eh bien, comment se contenter d'une petite réussite en se disant que c'est un bon début, c'est le pied à l'étrier. Vous avez commencé par une petite réussite, et puis après, il y aura une autre petite réussite, et finalement, peu à peu, toutes ces petites réussites vont faire une grande réussite. C'est comme ça, comme je le disais tout à l'heure, que l'on fait tout apprentissage, qu'on commence par apprendre le dessin en faisant des crobards dégueulasses, et puis, peu à peu, ça s'améliore, parce qu'on prend des cours, parce qu'on
on a raté un truc, ah ouais, tiens, ce dessin, il est complètement raté. On en tire des leçons, hein, ce que je prends beaucoup de mal à faire les perfectionnistes qui baissent tout de suite les bras. Non, j'ai fait des erreurs, eh bien, j'en tire des leçons. J'ai fait ci, j'ai fait ça, j'aurais dû faire comme ci, j'aurais dû faire comme ça aurait été mieux. Bon, eh bien, je vais essayer. Je vais essayer de faire comme je pense. Ah, bah, ça marche pas tellement mieux. Bon, d'accord, bah, c'est pas la bonne solution. Et là, je vais réessayer autre chose. Et ainsi de suite. Donc, c'est comme ça qu'on apprend à faire les choses. Pour ce qui est du comportement alimentaire, eh bien, c'est pareil. Donc, là, eh bien, je ne suis pas arrivé à, par exemple, faire l'exercice sur le rassasiement. Ça s'est emballé. Hein. Je voulais manger calmement et bon, finalement, ben, je n'ai pas du tout été calme. Et puis, voilà, ça a démarré en compulsion. Ok, d'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? Je regarde. Qu'est-ce qui m'a fait déraper? Hein. Ben, ce qui m'a fait déraper, c'est telle ou telle chose. J'ai eu telle et telle pensée. J'ai pensé, j'ai eu telle ou telle émotion. J'ai eu telle ou telle idée. Et donc, là, ça m'a fait déraper. Bon, ben, voilà, donc peut-être qu'il faut que je travaille sur mes pensées, que je travaille sur ceci, que je travaille sur cela, que j'ai encore du travail à faire. Hein. Je vais avancer pas à pas sur le chemin. C'est ça qu'il faut faire, Patricia, avancer pas à pas, un pas après l'autre. Quel est le contraire du perfectionnisme? Alors, qu'est-ce que le juste milieu? Ben oui, alors le contraire du perfectionnisme, c'est le laisser-aller total et la dépression. Hein. Quand on est quand on laisse les choses aller, qu'on fait tout d'une façon je m'en foutiste, ou bien au contraire, ou bien, c'est même pas le contraire, c'est ou bien on ne fait rien du tout, hein, c'est-à-dire que je vis dans la saleté, je vis dans la crasse, le boulot je le fais pas, le programme line coaching, ben, voilà, je le fais en dilettante, je regarde vaguement, et puis finalement je fais rien. Hein. Les exercices, c'est trop long, c'est trop compliqué, ça m'embête. Voilà, ça c'est le contraire du perfectionnisme, c'est le laisser-aller total. Et le juste milieu, eh bien, alors il y a un auteur que je vous conseille qui s'appelle Tal Ben-Shahar, Tal T-A-L, Ben, B-E-N, Shahar, S-H-A-H-A-R, qui a écrit un bouquin, un tout petit bouquin, qui s'appelle L'apprentissage de l'imperfection. Et qui parle, lui, pour le juste milieu, de ce qu'il appelle l'optimalisme. Donc de faire les choses de façon optimale. Hein, c'est-à-dire faire les choses de façon suffisante et sans aller au-delà de ce suffisant. Donc, à ce moment-là, on voit ces réussites non pas en tout ou en rien, on voit chaque point que l'on réussit, eh bien c'est une petite réussite, mais c'est une réussite, c'était important, et ça nous amène à une deuxième tâche, et etc. Chaque point raté nous apparaît comme une leçon dont on peut tirer des enseignements, et donc on avance comme ça. Chaque ratage complet, on le voit comme une péripétie qui ne va pas nous empêcher de continuer son chemin. Et puis aussi, l'optimaliste accepte les limites, c'est-à-dire il y a des choses qu'on ne va pas arriver à faire parce qu'on n'est pas tout puissant. Hein. On a soi-même ses limites. Donc, l'exemple que prenait Tal Ben-Shahar, c'était que quand il était jeune, il avait réussi à devenir le champion d'Israël. C'est un Israélien au départ qui est devenu américain par la suite. Il est devenu le champion d'Israël de, je ne sais plus très bien quel sport, je crois que c'est le badminton. Alors au début, il a été très content et il s'est dit « Ah bravo, je suis devenu le champion d'Israël, c'est super ». Et puis très vite, ça n'a pas duré, il s'est dit « Ouais, mais
Israël, c'est un tout petit pays. Ça serait pas du tout pareil si j'étais en compétition avec, par exemple, les champions de badminton de Grande-Bretagne. Et donc, il est parti en Grande-Bretagne pour aller vivre en Grande-Bretagne quelque temps et affronter les championnats de badminton de Grande-Bretagne. Et c'est là qu'il s'est aperçu de ses limites, c'est-à-dire qu'il ne serait jamais champion du monde. Et donc, je ne suis pas sûr que ce soit le badminton, mais voilà, ça n'a pas beaucoup d'importance. Et donc, voilà, là, il a pris conscience de ses limites, et finalement, ça a été très bien pour lui de prendre conscience de ses limites par rapport au sport. Ça lui a permis de passer à autre chose, de tourner la page, et il est devenu psychologue. Et il s'est d'ailleurs spécialisé un petit peu, il n'a pas fait que ça, mais il s'est spécialisé dans le perfectionnisme. Il a écrit un bouquin, il est devenu assez célèbre dans son domaine, où il a mieux réussi probablement que dans le sport. Donc il faut connaître ses limites et voir si vraiment on est sur son bon terrain. Hein. On peut être, par exemple, on peut faire du tennis et trouver que ben, c'est très bien, je fais des matchs, etc. Je suis même pas classé, mais je m'amuse bien, tout en sachant que je suis un joueur de seconde catégorie. Ça n'est pas forcément si important que ça. Hein. Alors que le perfectionniste ne pourrait pas supporter ça, il préférerait abandonner le tennis carrément. Alors, Marie-Claude, même certains médecins essayent de nous faire peur, votre obésité est morbide, vous êtes cardiaque, vous risquez de mourir si vous ne maigrissez pas. Eh bien, je suis désolé de vous le dire, Marie-Claude, vous risquez de mourir même si vous maigrissez. Et même le fait que vous allez mourir est même, je dirais, une donnée de base, vous allez mourir. Alors, la question, c'est est-ce que vous allez mourir plus tôt ou plus tard, et est-ce que ça dépend de votre amaigrissement? Ça dépend beaucoup du niveau de votre obésité. Si vous êtes en surpoids, excusez-moi, eh bien, il n'y a pas de grand risque du point de vue de la santé. À partir de l'obésité, on considère qu'il commence à y avoir un risque de santé. Mais c'est surtout si votre obésité est ce qu'on appelle morbide, c'est-à-dire que là, vous êtes dans une grande obésité, et là, effectivement, vous avez un risque. Alors, vous êtes cardiaque, bon, on vous dit que vous êtes cardiaque, on a sûrement dû vous faire des examens, et on a montré que vous avez des problèmes cardiaques. Alors, si vous avez des problèmes cardiaques, eh bien, la première chose à faire, c'est de voir avec votre cardiologue les traitements qui vous sont nécessaires en tant que personne cardiaque. Si vous avez de l'athérosclérose, par exemple, eh bien, il faut traiter cette athérosclérose. Si vous avez, voilà, il faut traiter le problème cardiaque avant tout, avant de maigrir. Il ne faut pas attendre de maigrir pour traiter le problème cardiaque. Voilà, c'est ça qui est important. Si vous êtes diabétique, c'est la même chose. Eh bien, il faut traiter le diabète avant de maigrir. Peut-être que si vous perdez du poids, eh bien, votre diabète va s'améliorer. C'est une possibilité. Si vous avez des problèmes cardiaques, maigrir ne va pas suffire à ce que vos problèmes cardiaques s'améliorent. Il va falloir traiter vraiment vos problèmes cardiaques. Donc, vous pouvez améliorer dans une certaine mesure votre santé en maigrissant, mais ce n'est pas l'élément principal. L'élément principal, c'est de traiter vos problèmes de santé en tant que tels. D'autant plus que on considère aujourd'hui que il y a beaucoup de troubles de santé qu'on attribue à l'obésité et qui sont peut-être dus plus à la sédentarité qu'à l'obésité. Et donc, il faut voir si, dans votre cas, il est possible que vous soyez moins sédentaire, que vous vous remettiez à avoir un corps actif, que vous puissiez bouger. Ça, évidemment, si votre obésité est importante, il faut prendre l'avis de votre médecin pour remettre votre corps en mouvement sans prendre de risques, surtout si vous êtes cardiaque. C'est important, évidemment, de faire des choses qui sont que vous pouvez être capable de faire. Donc, d'abord, on se traite, après, on voit le problème de poids.
Et ce que je voudrais rajouter aussi, c'est que nous sommes dans le domaine des données statistiques. Il y a des gens qui sont minces et qui ne vivent pas longtemps. Il y a même des gens qui sont minces et qui sont cardiaques, et qui meurent très jeunes, ça peut arriver. Et puis il y a des gens qui sont obèses et qui ont une espérance de vie tout à fait, enfin une espérance de vie, qui ont une vie qui dure un temps tout à fait normal, qui ne meurent pas d'une façon dans leur jeune âge. Ils meurent à l'âge habituel, disons, mais encore une fois, l'âge habituel, c'est une donnée statistique, et donc on ne peut pas vous prédire à quel âge vous allez mourir. Par contre, on peut vous prédire que si vous êtes cardiaque et que vous ne vous soignez pas correctement, bon, là, ce n'est pas très bon pour votre santé et votre espérance de vie. Alors, Guy, vous êtes en retard. Oh, bah, voilà, vous êtes là, c'est le principal. Est-ce possible de sortir du perfectionnisme? Mais oui, c'est tout à fait possible de sortir du perfectionnisme. Et dans cette idée, je vous propose de commencer par lire le livre de Tal Ben-Shahar, que je recommande vivement. Il y a d'autres livres aussi sur le perfectionnisme. Bon, je ne vais pas vous donner plein de noms. Commencez par celui-là. Et dans le programme Line Coaching, nous avons un petit module pour les perfectionnistes et pour leur permettre de progresser dans le domaine du perfectionnisme. Si ça ne suffit pas parce que vous êtes très très perfectionniste, à ce moment-là, nous vous conseillons de voir un psychologue ou un psychiatre, de préférence quelqu'un qui pratique les thérapies cognitivo-comportementales et qui pourra vous aider à travailler sur votre perfectionnisme. Est-ce que le perfectionnisme dans la vie courante prédispose aux troubles du comportement alimentaire et au contrôle? Non. Non, le perfectionnisme, on peut très bien être perfectionniste et mince et avoir un comportement alimentaire normal. On va passer peut-être plus de temps que d'autres à faire la cuisine. On va peut-être être beaucoup plus obsédé par la nutrition, vouloir avoir un comportement alimentaire parfait. Donc ça va plus s'orienter, ça peut très bien s'orienter plus dans ce sens-là, si on est mince, parce qu'on n'a pas de raison à ce moment-là de vouloir contrôler son comportement alimentaire pour maigrir. Donc ça va prendre plus l'aspect d'un perfectionnisme alimentaire nutritionnel. Alors, comment le perfectionnisme s'installe-t-il? Eh bien, il y a plusieurs façons. Donc, je vous en ai dit une qui me paraît la plus importante pour ce qui nous occupe, c'est le perfectionnisme qui naît de la honte d'être gros et finalement de ce que fait subir la société à quelqu'un qui est obèse. La société rend cette personne honteuse. Donc ça peut être une façon d'entrer dans le perfectionnisme, mais on peut aussi y entrer par d'autres voies. Par exemple, les gens qui ont des parents très exigeants, qui souvent sont des personnes, les parents, qui n'ont pas si bien réussi que ça dans la vie, voudraient que leurs enfants compensent et réussissent là où eux-mêmes n'ont pas suffisamment bien réussi. Et donc l'enfant, à ce moment-là, est porteur d'un devoir de réussir en lieu et place de ses parents, et donc il va tenter d'être quelqu'un de parfait, il a toujours ce sentiment qu'il doit toujours faire plus pour pouvoir contenter ses parents. Mais quelquefois c'est le contraire, on peut avoir des parents extrêmement critiques, qui dévalorisent tout ce que vous faites, qui passent leur temps à vous dire que ce que vous faites, ça ne vaut pas un peu de lapin, et l'enfant, à ce moment-là, va surcompenser, on rentre un peu dans ce mécanisme de surcompensation, il va surcompenser finalement en essayant d'être le plus parfait possible pour montrer à ses parents sa valeur. Donc voilà, deux portes d'entrée dans le perfectionnisme, indépendamment des problèmes pondéraux. Et oui, donc,
comme d'habitude, vous voyez, ce sont des choses qui s'installent dans l'enfance. Pouvez-vous nous donner quelques conseils de perfectionnisme que je suis pour durer dans le, pour durer, hein, dans le programme Line Coaching? Je crois que je vous les ai déjà donnés, Grégory. Accepter de ne réussir que de petites choses et ne pas cracher dans la soupe en disant « Ah, c'est des petites choses qui n'ont pas de valeur, là j'ai raté ci, j'ai raté ça, ce que j'ai réussi ne vaut pas un pet de lapin. » Non, non, ce que vous avez réussi est réussi. Donc il faut vous fixer des petits objectifs et avoir des petites réussites. C'est la meilleure façon de durer dans le programme Line Coaching. Et accepter ses erreurs, accepter qu'on a raté quelque chose et tirer les leçons de ces ratages. Les gens qui ont construit des grandes fortunes, eh bien, on s'est aperçu que la grande majorité des gens qui ont construit des grandes fortunes ont commencé par des ratages. Et qu'ils avaient souvent des gens qui ont fait fortune, avaient commencé par faire des faillites. Donc ils avaient monté des boîtes, ces boîtes s'étaient cassées la figure. Et à la suite de ça, ils avaient monté une autre boîte qui s'était aussi cassée la figure, et c'était dans la troisième ou quatrième tentative qu'ils avaient réussi et que la sauce avait prise après avoir fait la liste de leurs erreurs et avoir corrigé les erreurs qu'ils faisaient. Alors, en France, ce genre de démarche est assez difficile à faire parce qu'on ne vous pardonne pas vos erreurs, alors que par exemple aux États-Unis, eh bien, quelqu'un qui dit « j'ai monté une boîte qui s'est cassée la gueule », eh bien, on ne va pas l'empêcher de monter une autre boîte. Par exemple, le banquier ne va pas lui dire « ah non, si vous voulez monter une boîte qui s'est cassée la gueule, ben non, on ne vous prêtera pas. Hein ». Non, il va dire « est-ce que vous avez analysé qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que dans le projet actuel, vous tirez la leçon de vos erreurs passées ?» Et donc, si vous pouvez démontrer que vous tirez la leçon des erreurs passées, eh bien, à ce moment-là, on va se dire, tiens, c'est quelqu'un qui a déjà une expérience, et donc, c'est intéressant, et pourquoi ne parierions-nous pas sur lui? Alors, Guy, lorsqu'on est perfectionniste, ne manquons-nous pas de confiance en nous? Ah ben oui, évidemment, bien sûr. Hein. Les perfectionnistes sont là pour essayer de démontrer généralement à eux-mêmes, mais aussi aux autres, leur valeur. Hein. Et pourquoi ils veulent démontrer leur valeur? C'est parce qu'ils pensent qu'ils n'en ont pas, hein, qu'ils n'ont pas confiance dans cette valeur. Donc voilà, tout à fait, vous avez raison. Alors, oui, perfectionnisme, et donc souvent, sentiment de culpabilité, et alors la culpabilité, je n'ai pas fait assez bien. Hein. Tiens, j'en profite pour vous expliquer la différence entre la honte et la culpabilité. Hein. La honte, c'est quand on est honteux de ce que l'on est, hein, du fait de la stigmatisation, par exemple, des personnes obèses. Donc je suis gros, je suis honteux d'être gros. Et la culpabilité, c'est je suis coupable de ce que j'ai fait. Par exemple, eh bien, j'ai raté l'exercice, je n'ai pas mangé correctement, j'ai fait une compulsion. Ça, c'est de la culpabilité. Alors, Marie-Laure, il est possible de renoncer au perfectionnisme, mais difficile de se débarrasser de la culpabilité qu'on ressent alors. C'est que vous n'avez pas vraiment renoncé encore au perfectionnisme. Hein. Je peux renoncer au fait de faire tous les jours le ménage, mais je ne peux pas me débarrasser de la culpabilité de ne pas le faire. Ah ben ouais. Donc, ben c'est ça le perfectionnisme. Hein. C'est exactement ça. Donc, vous êtes en plein dedans avec cette culpabilité. Donc, comment se débarrasser de la culpabilité? Eh bien, c'est d'accepter qu'un ménage à demi fait, c'est mieux qu'un ménage pas fait du tout. Hein. Là, quand vous acceptez ça, eh bien, vous sortez du tout ou rien. Vous n'êtes plus dans le tout ou rien. Alors que se dire que eh bien, il faut que le ménage soit parfaitement fait, ben voilà, si on ne le fait pas parfaitement, on est coupable. Donc, vous n'êtes pas du tout débarrassé du perfectionnisme, vous n'avez toujours pas renoncé au perfectionnisme si vous vous sentez coupable. Donc, il faut
plutôt pouvoir se dire, j'ai fait la moitié de mon ménage aujourd'hui, par exemple, j'ai passé l'aspirateur, mais je n'ai pas fait la poussière, et donc ça, c'est déjà très très bien. Hein. Donc j'ai passé l'aspirateur, demain, je passerai la poussière, ou après-demain, quand j'aurai le temps. Hein. Donc je vais me donner, par exemple, tant d'heures de ménage par semaine, disons, je sais pas, moi, par exemple, allez, on va dire 2 heures par semaine, ou 3, je ne sais pas combien vous estimez qu'il faut passer par semaine sur le ménage, et voilà, je fais ce que je peux en 2 ou 3 heures. Et quand j'ai fait ça, je me félicite, je me dis, ah, j'ai fait le ménage. Hein. Et c'est quand même plus propre qu'avant. J'ai rangé des trucs, c'est moins désordre, etc. Donc, voilà. Et là, il n'y a pas de culpabilité, je me félicite de ce que j'ai fait. La culpabilité, c'est que je me rends coupable de ce que je n'ai pas fait. Vous avez parlé du maniaco-dépressif. Est-il fréquent de rencontrer des troubles alimentaires avec ce trouble? Pas vraiment. Lorsque les gens sont en phase maniaque, c'est-à-dire en phase de grande excitation, à ce moment-là, ils ont l'appétit complètement coupé et souvent ils ne mangent pas ou très peu et ils perdent du poids. Et quand ils sont sur le versant dépressif, là, au contraire, effectivement, ils peuvent avoir des envies de manger émotionnelles et manger pour essayer de calmer la dépression. Alors, dans ce sens-là, oui, il peut y avoir des troubles du comportement alimentaire et ces troubles ne sont généralement pas tellement améliorés du fait aussi des traitements des troubles. Maintenant, on appelle ça les troubles maniaco-dépressifs, on appelle ça les troubles bipolaires. Hein. Eh bien, dans le cas de troubles bipolaires, eh bien, les traitements sont souvent, enfin pas tous, mais il y a beaucoup de traitements pour les troubles bipolaires qui font grossir. Et donc, souvent, il faut en discuter avec le psychiatre si vous avez des troubles bipolaires, maniaco-dépressifs. Donc, il faut en discuter avec le psychiatre si les traitements vous font prendre du poids. Je suis une personne très sensible, me dit Nesrine. Je mange au gré de mes émotions. Très bien, vous êtes Nesrine. Nesrine, c'est un prénom féminin, ça. Hein. Si je regarde un petit peu votre photo, je crois que je ne dois pas trop me tromper. Donc, je mange au gré de mes émotions. Écoutez, Nesrine, vous êtes une mangeuse émotionnelle. Hein. Parfois, les choses m'échappent et je craque de nouveau. L'effort de recommencer tout à zéro m'effraie. Recommencer tout à zéro, je ne vois pas bien ce que vous voulez dire. On ne recommence jamais à zéro. Hein, c'est ce que j'essaye d'expliquer là, vous voyez. J'essaye de vous expliquer qu'on ne recommence jamais à zéro. Hein, on est toujours dans une suite. On a raté quelque chose, eh bien, on a fait avancer le schmilblick. On peut tirer des leçons de ce que l'on a fait. On avance si on tire les leçons de ce qui s'est passé et si on peut repérer ce qui, par exemple, dans nos émotions, nous a fait manger, hein, par exemple. Et dans votre cas, vous êtes une personne très sensible, beaucoup trop sensible à vos émotions. Ces émotions sont tellement pénibles que vous ne les supportez pas, et donc vous mangez. Eh bien, le programme Line Coaching doit vous y aider, et je vous conseille de bien faire de façon très consciencieuse les programmes de pleine conscience pour devenir plus apte à vivre vos émotions pleinement, sans les fuir et sans avoir peur de vos émotions, sans essayer de les étouffer à coups de nourriture, simplement en les vivant et elles se calment d'elles-mêmes. Quand on vit ces émotions et qu'on accepte qu'elles soient là, qu'on ne fait rien pour les éviter et qu'on prend patience pendant qu'elles sont là en attendant qu'elles veuillent bien partir, eh bien c'est ce qu'elles font. Alors que quand on lutte contre ces émotions, eh bien on les entretient et on accumule émotion sur émotion. Valérie. Alors, je suis en retard dans mes questions, il y a beaucoup de questions. Connaissez-vous des gens qui ont réussi à se sortir du perfectionnisme? Bon, écoutez, j'en connais au moins un qui est
Tal Ben-Shahar, que je vous recommande encore une fois, qui était perfectionniste et attendez, je vous ai perdu. Voilà. Qui était perfectionniste et qui est devenu optimaliste. Donc, optimaliste, c'est bien parce qu'on cherche un optimum, à faire les choses du mieux possible, mais pas mieux que ça. Et c'est tout à fait faisable. On peut très bien réduire son niveau d'exigence et accepter un niveau d'exigence plus bas. Et évidemment, ça nous amène à la sérénité. Parce que l'optimalisme, c'est bien. Vouloir faire les choses bien, c'est une qualité. Hein. Ce qui est un problème, c'est de vouloir les faire les choses parfaitement. Hein. Le mieux est l'ennemi du bien. Donc, bien, c'est bien, mais mieux, c'est pas bien. En vous écoutant, je me rends compte que pour moi, je ne suis pas du tout perfectionniste, mais pour les autres, ah ouais, absolument. Eh bien, ça c'est aussi un travers de beaucoup de perfectionnistes, c'est le niveau d'exigence vis-à-vis des autres. Mais c'est assez rare qu'on soit perfectionniste pour les autres et pas pour soi. Hein. Donc, si je comprends bien, Guy, vous êtes en train de dire aux autres, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Hein. C'est pas très sympathique. Ouais. Donc, si vous-même, vous n'êtes pas perfectionniste, et peut-être que si vous y regardez d'un petit peu plus près, vous l'êtes peut-être un peu, eh bien, pourquoi vous demandez aux autres plus que ce que vous êtes vous-même capable de faire? Est-ce que le perfectionnisme peut être en lien avec l'insomnie? Oh, plus ou moins. Hein. Effectivement, ça peut l'être. Ça peut l'être, par exemple, si vous considérez qu'il faut s'endormir à une heure donnée, d'une façon précise, et que si vous ne vous êtes pas endormi tout de suite après être allé dans votre lit, à ce moment-là, vous essayez de vous forcer à dormir. Et quand on essaye de se forcer à dormir, on ne dort pas. J'ai eu la visite de ma belle-mère. Et alors Qu'est-ce que vous êtes perfectionniste par votre belle-mère? Hein? Nathalie, est-ce que les perfectionnistes ont du mal à entendre ce que leur disent les autres? Ah oui, tout à fait. Alors oui, les conseils, évidemment, ils ne les écoutent pas. Les compliments, ils n'y croient pas. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a aussi une difficulté à faire confiance aux autres? Ah oui, tout à fait. Les perfectionnistes ne se font pas confiance et ils font évidemment pas confiance aux autres et ils ont un niveau d'exigence souvent vis-à-vis des autres très important, ce qui les rend très difficiles à vivre. Ils sont des vrais casse-pieds, quoi. Alors, Marielle, atteinte de troubles cognitifs sévères et TAH, surtout dans la partie cérébrale, difficile de garder ma concentration sur l'apprentissage que vous proposez. Ah oui, tout à fait, ça c'est sûrement vrai. Comment arriver à suivre le programme sans trop de difficultés, sans impatience? Écoutez, il y a sûrement des choses que vous ne pourrez pas faire dans le programme. Hein. Par exemple, la concentration, je pense que vous pouvez quand même y travailler. Et probablement que vous aurez du mal, ça c'est certain, mais vous pouvez en discuter avec le psychologue ou le psychiatre qui vous suit pour vos problèmes de troubles cognitifs et par exemple demander si il est d'accord pour que vous fassiez de la pleine conscience. Hein. La pleine conscience est un exercice de concentration, d'attention. Et travailler sur votre attention, eh bien, ça c'est des choses qui peuvent vous aider dans le cadre de vos troubles cognitifs. Pour ce qui est des autres exercices, et en particulier des exercices de comportement alimentaire, je ne vois pas pourquoi vous ne pourriez pas les faire. Patricia, merci pour votre réponse. Encore une question. J'arrive à réussir tout de suite ce qui est de l'ordre de la réflexion intellectuelle, et je n'arrive pas à le faire pour l'alimentation et le sport. Ben oui, il y a des fois on est meilleur dans un domaine, on arrive dans un domaine où on a pu progresser, hein, par exemple les choses intellectuelles, et puis dans d'autres domaines on n'y arrive pas. Et ben voilà. Donc il faut s'y mettre, il faut travailler. Hein. Donc le programme Line Coaching est très bien pour justement vous apprendre. Ah, vous voyez, on est à 5 minutes de la fin.
Hein, j'ai mis une petite sonnerie pour ne pas dépasser, parce qu'après 18 heures, il me reste encore peut-être quelques minutes, et après ça coupe. Alors, j'aime pas trop finir au milieu d'une phrase, quoi. Hein. Donc, je n'aurais pas répondu à beaucoup de questions. Hein. Encore une question. Alors là, Patricia, il faut vous y mettre. Travailler sur l'alimentation en faisant le programme Land Coaching, ça va probablement vous aider. Et c'est comme ça qu'on avance. Hein. On réussit dans un domaine, on ne réussit pas dans un autre. On s'y met et puis on peut avancer et souvent appliquer les mêmes recettes. C'est-à-dire que ce qui nous a permis de réussir dans un domaine, on peut l'appliquer à un autre. Evelyne, elle a lu Tal Ben-Shahar et elle me dit, c'est le squash, la spécialité de Tal Ben-Shahar. Ouais, le squash, j'avais oublié. Ouais, Tal Ben-Shahar, ok. Merci Evelyne. Nathalie, est-ce que essayer de se faire plaisir est une façon de lutter contre le perfectionnisme? Oh ouais, on peut dire ça. Hein, que déjà, accepter des petits plaisirs, eh bien, c'est une façon de lutter contre le perfectionnisme. Et voilà, à condition que ce soit des petits plaisirs pour ne pas se dire « Ah ouais, mais bon, c'était un petit plaisir, alors ça vaut rien. Hein. » Ça serait encore du perfectionnisme. Un perfectionniste peut réellement finir le programme même s'il est en retard sur l'avancement. Ah ouais, on peut être en retard sur l'avancement, ça c'est sûr. Parce qu'il a stoppé un moment. Ouais, s'il y a, ouais, bien sûr. Mais n'essayez pas de faire le programme Land Coaching de façon parfaite. Essayez de le faire à peu près. Hein. Donc, est-ce que parfois il faut du temps avant de reprendre le programme? Non. Reprenez le programme dès que vous vous en sentez capable. Par exemple, disons au hasard, demain matin. Il n'y a aucun souci. Hein. À condition que vous acceptiez de ne pas faire le programme de façon parfaite. Faites-le à peu près et puis de mieux en mieux. Être perfectionniste nous fait-il être plus méfiant? Oui, je sais pas. Ouais, sûrement, on est plus méfiant. Ouais. On est méfiant vis-à-vis de soi-même, on est méfiant vis-à-vis des autres parce qu'on trouve toujours qu'ils font pas assez bien les choses. Voilà. Comment, au final, cette méfiance inconsciemment ne peut-elle pas nous empêcher de croire en la réussite d'une démarche? Ouais, bien sûr. Ouais. On pense que si la démarche n'est pas parfaite, ça ne marchera pas. Et que même si elle est parfaite, si elle est parfaite, c'est que en fait, c'était trop facile. Hein. Et donc que ça ne vaut rien. Mettre l'accent sur la sédentarité. Je suis traité depuis de nombreuses années et vous me motivez pour faire les exercices à ma mesure. Ouais, absolument. Je voulais parler de la honte qu'elle vous colle. Grosse, tu l'as bien mérité. Ouais, ça c'est honteux de faire honte. Hein. Voilà, c'est ça qu'on peut en penser et c'est ça qui est bien de répondre. Merci pour votre réponse. Ouais, c'est un prénom féminin, Nesrine, d'accord. Valérie, c'est vous le perfectionnisme? Vous avez très bien répondu à pas mal de questions. Non, je suis nul parce que regardez, il y a plein de questions auxquelles je n'ai pas répondu. Voilà. Ah ben non, vous avez raison, Valérie. Non, c'est moi le perfectionniste. J'arrive au bout des questions. Ah ben ça alors, voilà, c'est moi-même, je suis moi-même surpris. Voilà, et ben c'est parfait. On finit. Alors dites, incroyable. J'ai fait ce webinaire à la perfection. Bien, eh bien, écoutez, je vous remercie pour votre écoute. Et alors, vous voyez, Raphaël qui me dit pour cette heure formidable, c'est sympa ça. Je mets vos réponses aussi, parce que quand il y a des réponses positives et agréables, ça fait toujours plaisir. Hein, merci pour tout. Merci pour... oh là là, il n'en finit pas là. Merci pour ces beaux échanges. Oh là là, qu'est-ce que vous êtes sympa alors. Il n'y a même pas un seul qui râle quand même. Hein. C'est incroyable. Ah, parfait. La qualité de vos réponses et vos rires. Ah ouais, les rires, c'est important ça. Hein. Bon, à la prochaine fois.